Alors que la date du 27 janvier nous inscrit dans le temps de la commémoration d'une mémoire publique et collective, revient aussi à ce moment-là la difficile question du souvenir plus personnel. Personnel à la fois dans le sens du souvenir des personnes, des individus, et aussi de l'intimité du lien qui peut nous relier aux disparus. En 2008, j'ai découvert personnellement au Mémorial de la Shoah le visage et l'existence d'Hélène Baird. Puis ce fut pour moi la sidération de la lecture de son journal, puisqu'Hélène Baird est une étudiante qui a 21 ans et qui commence en avril 1942 à tenir son journal absolument magnifique. J'en découvrais le destin de ce texte, grâce à la préface de Patrick Modiano et à la postface de la nièce d'Hélène Baird, Mariette Job, qui signait un très beau texte intitulé « Hélène Baird, une vie confisquée ». Ces jours-ci, Mariette Job publie un récit qui s'intitule « Dans les pas d'Hélène Baird » et qui retrace de manière encore plus précise, encore plus incarnée, la manière dont elle a découvert ce texte et dont ce texte a ensuite accompagné sa vie. On y apprend des éléments nouveaux, des éléments biographiques, des éléments littéraires, mais surtout, c'est un texte qui est hanté par la question des strates de la mémoire collective et de cette mémoire beaucoup plus intime. Comment la voix d'une disparue peut générer des ondes et peut dessiner des reliefs dans une vie. Donc, je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir aujourd'hui avec vous, Mariette Job. Merci. Bonjour Léa. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qui est Hélène Baird, qui est votre tante, quel âge elle a lorsqu'elle commence ce journal et comment va se terminer sa vie? Oui, donc Hélène Baird est la sœur de ma mère. En fait, ils sont 4, ils étaient 5, mais Jacqueline Baird est morte à 6 ans de la scarlatine, donc il y en a 4 vivants au moment de la guerre. Donc il y a Yvonne, Denise, ma mère, Hélène et Jacques, le frère cadet. Donc Hélène est née le 27 mars 1921 et elle commence son journal le 7 avril 1942. Elle a donc 21 ans. C'est une brillante étudiante à la Sorbonne, angliciste, qui a les certificats d'études supérieures en anglais, mais surtout qui prépare une agrégation sur John Keats, qu'elle ne pourra hélas pas passer à cause des lois anti-juives de Vichy. Et elle commence donc son journal qui va progressivement, dont évidemment l'étau va se resserrer, jusqu'à l'arrestation par la police française sur dénonciation, le 8 mars 1944, à leur domicile, 5 avenue Lisée-Reclus, au pied de la Tour Eiffel, de mes grands-parents, Antoinette et Raymond Baird, et d'Hélène. Donc Hélène survivra. Il y a aussi une chose importante, elle a écrit son journal, mais à partir de 1943, elle s'est occupée uniquement des enfants et de sauver les enfants, parce qu'elle c'était une excellente musicienne, très littéraire, et elle a arrêté toutes ses passions pour s'occuper des enfants. Donc ils sont arrêtés, ils sont déportés par le convoi 70 le 27 mars 1944, et Hélène survivra encore plus d'1 an. Elle fera partie du seul convoi dans lequel sont les sœurs Franck, donc Anne et Margot. Fin octobre, elles arrivent début novembre à Bergen-Belsen, et j'ai eu la chance, entre guillemets, de rencontrer la belle-sœur de Simone Veil, qui s'est trouvée par hasard en janvier 1945 à Bergen-Belsen sur le même chalet qu'Hélène Baird. Donc elle a pu m'apporter des témoignages. Donc la famille a souvent pensé qu'elle avait fait la marche de la mort. Non, elle a fait ce convoi, et donc le typhus est arrivé début 1945 à Bergen-Belsen, et elle a été atteinte du typhus et battue à mort par une gardienne, et elle est morte quelques jours avant la libération du camp de Bergen-Belsen par l'armée britannique. Et votre texte, alors il a beaucoup de dimensions, ce récit, Dans les pas d'Hélène Baird, donc, qui est publié aux éditions du Bord de l'Eau, et il est d'abord un récit autobiographique qui est écrit à la première personne, et il a quelque chose aussi du récit initiatique, puisqu'on commence avec des moments difficiles, des moments douloureux, une enfance dans l'ombre de la Shoah et du silence, comme dans beaucoup de familles. Et puis ensuite, il va y avoir la rencontre avec cette disparue que vous n'avez pas connue, mais qui va changer votre vie, donc votre tante, Hélène Baird. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
comment Hélène Baird est entrée dans votre vie? Oui. Je dirais qu'elle est entrée quand je suis moi-même née. Car je suis née avec cette phrase qui m'a été transmise par ma mère. Il faut que le monde sache. Et j'ai été portée, je peux dire quand même, toute mon enfance, toute mon adolescence, avec bien sûr l'ombre à laquelle vous faites allusion, par Hélène Baird. Alors au départ, plutôt une icône, sans pouvoir vraiment poser de questions, et puis plus tard, avec la maturité et le temps, parce que tout ça, c'est vraiment une question de gestation du temps, c'est-à-dire que pouvoir poser des questions sur des personnes comme Hélène Baird qui ont vécu l'innommable, on ne peut pas discuter comme on le fait aujourd'hui comme ça. On ne peut pas, même quand il s'agit de ses propres parents, en l'occurrence ma mère, puisque c'est elle qui est la plus concernée, ça prend du temps, voilà. Donc c'est tout un cheminement, effectivement. Et ce n'est qu'à l'âge de 15 ans, donc en 65, je suis née en 50, que j'apprends l'existence du journal de ma tante. Et ce n'est que à 19 ans, en 69, que je le lis. Et là, c'est une découverte plutôt d'ordre familial, c'est-à-dire j'ai des réponses aux questions que je me pose. Et à 23 ans, curieusement, d'ailleurs, à l'âge où ma tante Hélène Baird est arrêtée, là, je me rends compte, en le relisant, qu'il s'agit d'un texte qui dépasse totalement les frontières familiales, que c'est un texte qui est, je dirais maintenant aujourd'hui, mais je le sais déjà à ce moment-là, universel. Donc il m'accompagne effectivement enfant, adolescence, adulte, la publication, alors la rencontre décisive avec le dédicataire du journal, Jean Morawiecki, qui est donc le fiancé d'Hélène Baird, qui n'est pas d'origine juive, il est, comme il disait avec humour, celto-slave, et donc qui est sans réserve pour une publication, et donc que je retrouve, je le raconte, en 1992, et donc il me rend héritière en 1994 du manuscrit, que je garde 6 ans chez moi dans une armoire. On pourrait aussi intituler mon texte « L'histoire des armoires ». Et je décide donc début 2000 de de déposer le manuscrit, puis de le remettre, de faire don de ce manuscrit au Mémorial de la Shoah, qui est un lieu évidemment pérenne et qui en plus, il y a toutes les raisons qui se trouvent au Mémorial. Et qu'est-ce qui fait, c'est quand même une question très, très difficile et en même temps très passionnante et qu'on retrouve dans votre livre, qu'est-ce qui fait qu'un témoignage, comme vous le dites, à l'origine un document familial, qu'un témoignage, qu'on a l'intime conviction qu'un témoignage va acquérir cette dimension universelle, et là, en l'occurrence, fait partie de l'histoire de la littérature, puisque si les gens ne l'ont pas lu, je leur recommande vraiment de lire. Dès les premières pages, il y a là un écrivain, un très grand écrivain. Ouais. Comment ça, vous arrivez à le percevoir, vous, et comment est-ce que vous arrivez à faire cette place à un document littéraire, puisque c'est vous qui allez aller vers Patrick Modiano pour lui demander une préface. Et là, on inscrit quand même le texte dans ce mouvement-là, c'est-à-dire dans la littérature, pas uniquement le témoignage. Alors, je dirais que c'est mon lien un peu particulier, sans chercher absolument pas, et d'ailleurs, j'en suis loin de ressembler à ma tante, mais quand même, il y a un lien de filiation. Alors, c'est pas seulement parce que je suis sa nièce, puisque tous les lecteurs du journal disent « j'ai découvert une amie ». Vous voyez, il y a cette espèce de sentiment de proximité. Mais quand même, dans le Jean Morawiecki, c'était un petit peu pareil. Ce sont des êtres qui transmettent une culture, l'art aussi de l'écriture, parce que Jean Morawiecki écrivait extrêmement bien aussi, par la sensibilité. C'est pas de l'intellect, c'est vraiment c'est du ressenti. Et en fait, je pense que ce qui a été décisif dans mon propre cheminement, c'est l'intérêt des arts, musique et littérature. J'ai fait beaucoup de piano et donc aussi, ma tante jouait très bien du violon. Et surtout, en 87, l'entrée en librairie. C'est vraiment le goût des livres et alors en librairie et en 1987, donc j'entre chez Gallimard et là, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre l'antichambre de la vie. Parce que non seulement je découvre à ce moment-là Étil Soum avec Une vie bouleversée et là, je me dis mais le journal d'Hélène Baird, c'est pareil. Bon, mais comme je le raconte dans mon livre, c'est tout un itinéraire, toutes sortes d'obstacles, déjà des ascendants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment
Ça a été un chemin difficile, exaltant, mais douloureux, bien sûr. Et donc, chez Gallimard, il y a ça. Et en plus, je fais toutes sortes de rencontres. Vous nouez des liens, notamment avec Simone Veil, qui va être un soutien important bien sûr. Ensuite dans l'aventure de la publication, puisque vous devenez, vous le dites avec modestie, mais ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que vous devenez la libraire du 7e arrondissement, chez qui François Mitterrand, Simone Veil repartent les mains vides si vous n'êtes pas là. Ils attendent vos recommandations. Et alors, votre histoire, c'est donc à la fois l'histoire de ce manuscrit, on comprend bien, mais c'est aussi à un autre degré, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. C'est vraiment un texte sur le fonctionnement de la mémoire et sur la question des générations d'après. Vous êtes à la fois donc deuxième génération, si on se rapporte au lien à votre tante, mais aussi troisième génération, si on se rapporte à vos grands-parents. Et on comprend dans ce texte comment vous êtes, surtout avant de rencontrer ce texte et de lui donner une telle place dans votre vie, il y a de la douleur. Il y a une transmission qui est très douloureuse et que vous allez réussir à transformer en transmission significative, hein, enfin lui donner du sens. Mais c'est aussi l'histoire de cette mémoire et de comment c'est une mémoire douloureuse pour les générations d'après. Comment on peut autant souffrir de quelque chose qu'on n'a pas vécu? C'est une question difficile. Hein. Je pense que c'est une transmission dans la relation que j'ai eue avec ma mère, de fibre à fibre. Il n'y a pas besoin de mots. Hein. Et quand elle allait dire quelque chose, je savais qu'elle allait dire ça. Il y a déjà du non-dit, enfin, ce qu'on appelle, j'appelle ça de fibre à fibre. En plus, j'ai la chance que le journal d'Hélène Baird et sa personnalité soient extrêmement lumineuses. Et en fait, quand je présente par exemple aux jeunes, ça a été aussi une façon de transcender, voyez, c'est-à-dire de ne pas mettre encore une chape de plomb plus sur l'histoire de la Shoah et tout ce que ça génère justement de trauma et de lourdeur, mais d'essayer de l'ouvrir. Et ça, c'est un outil, le journal d'Hélène Baird est un outil extraordinaire pour ça, c'est-à-dire que les jeunes mettent dans leur quotidien le fait qu'ils regardent différemment leurs camarades. Enfin, vous voyez, quand elle raconte, c'est extraordinaire ce qu'elle raconte la première fois qu'elle sort dans la rue. Donc, on la regarde simplement, de toute façon, tout d'un coup, elle se sent différente parce qu'elle a l'étoile. Je veux dire, ça, il n'y a pas eu de témoignage comme ça direct. Donc, j'ai essayé, c'est-à-dire de ne pas seulement aller vers le bas, j'ai dû y aller. C'est ça que j'appelle ma traversée du désert. Et ça m'a duré 7 ans de traversée du désert pour aller extirper l'horreur des circonstances, par exemple, de la mort de ma tante, que personne n'était capable de me dire. Et même ma mère, oralement, n'a pas pu me le transmettre. Elle a fini par me le transmettre parce qu'elle avait pris des notes. Il y avait des petits feuillets. Elle avait recopié les témoins au Lutetia en 1945. Donc, aller là où personne n'ose aller, c'est-à-dire à Birkenau, avril 1945, puisque Hélène est morte, a été assassinée début avril 1945, juste avant l'entrée des Anglais dans le camp, et en même temps, aller chercher là dans la boue et petit à petit, lui redonner une vie, ce qu'on appelle une survie, moi je dirais plutôt une seconde vie. Et là, j'ai trouvé un écho aussi avec ma rencontre avec Jean. Parce que Jean, l'un des premières phrases qu'il médite et que je rapporte dans mon livre, ça a été une catharsis pour nous deux. C'est-à-dire une façon aussi de transmuter, de transfigurer cette douleur. Parce qu'on ne va jamais y arriver. Moi, je me bats, entre guillemets, souvent avec l'idée de encore un livre sur la Shoah. Mais non, ce n'est pas un livre sur la Shoah. Bien sûr que le décor et le fond, c'est de la Shoah. C'est ce qui s'est passé entre 1942 et 1944. Mais c'est universel, hein. C'est bien plus que ça. Voilà, comme vous faisiez allusion au début, la qualité littéraire, voilà. Oui, parce que c'est un journal en même temps qu'elle décide de commencer, parce qu'il y a cette conscience de vivre quand même quelque chose. C'est un journal qui est hanté par cette espèce de dégradation de la vie, en fait, qui commence par la vie d'une étudiante en anglais à la Sorbonne, avec ce fiancé Jean. Oui. Les dimanches à la campagne, voilà, tout ça est absolument magnifique. Et puis, il y a cette descente aux enfers. J'aimerais bien vous entendre sur les tout derniers mots du journal d'Hélène Baird, donc qu'elle termine d'écrire à Drancy,
Non, non, non. Non. Qu'elle termine 3 semaines avant son arrestation. Mes grands-parents Hélène ont été arrêtés le 8 mars 44 et le journal se termine le 15 février, donc 3 semaines avant 44, avec les 3 mots en anglais. Je le dis en français parce que c'est difficile de dire en anglais. Horror, horreur, horreur. Ce sont les 3 derniers mots du journal. Alors, il y a plusieurs pistes d'explication à ces 3 derniers mots. Shakespeare ou Conrad, au cœur des ténèbres, à choisir. Et donc, voilà, on sent à quel point elle est habitée par ces lectures d'étudiantes, justement, en littérature anglaise. Et en même temps, comment là, voilà, sa langue maternelle n'est plus convocable. Enfin, elle ne peut pas le dire autrement. Non. Elle ne peut pas dire autre chose. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est vrai pour la famille Baird. Ma mère, c'était pareil. Quand il s'agissait d'exprimer des sentiments profonds, comme ils ont été éduqués par une Miss Child, une gouvernante anglaise, quand il s'agissait d'exprimer ses sentiments, sa douleur, enfin des choses, elle parlait anglais. Et ça m'a frappé, ça, quand même, qu'elle termine. Déjà, c'est très frappant, même si elle l'avait dit en français, mais en plus, c'est cité en anglais. Horreur, horreur, horreur. Oui, c'est très impressionnant. C'est absolument impressionnant, oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a aussi dans votre récit l'après-publication. Il y a cette décision de publier le journal, il y a tout ce que vous allez faire pour le publier. Ça va rencontrer immédiatement un écho très important dans le monde entier. Le texte et vous allez voyager pour en parler. Il y a une exposition qui va être montée au Mémorial de la Shoah qui, elle aussi, va voyager. Donc, votre vie va changer après la publication. Mais vous racontez aussi, et il y a peu de livres qui le racontent, et je vous en suis reconnaissante, vous racontez aussi la déflagration que ça peut être à l'intérieur d'une famille. Oui. Alors, j'ai appelé déflagration par je parle pour moi, hein, c'est très important de voilà. Donc, ça a été une déflagration car ça a été d'une violence inouïe parce que, pour tout vous dire, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Je pensais, d'ailleurs je l'écris, je pensais que même si, ça je le savais depuis longtemps, nos chemins n'étaient pas les mêmes, que d'une certaine façon, mes frères et sœurs sont des enfants de la guerre, qui sont nés en 44 et 45, moi je suis née plus tardivement, en 50, et que, eh bien, ils avaient pu construire une vie, voilà, pourquoi pas, tant mieux, que moi je n'avais pas pu construire. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment de l'ordre, je vis ou je meurs. Hein. C'était aussi grave que ça. Il fallait absolument qu'on m'explique, que je sache, que je puisse avoir des réponses à mes questions. Et là, je me suis heurtée déjà, à cette époque-là, au silence, ce que j'appelle le silence de Job, parce que mon père, donc qui s'appelait François Job, était quelqu'un qui communiquait peu et qui avait comment dire, qui nous a plutôt enseigné justement, et c'est aussi positif, hein, à profiter de la vie, à jouer, à rire, il avait un grand sens de l'humour, etc. Mais il y avait ça sous-jacent, et ça pouvait pas se régler comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, c'est vrai que la déflagration, elle a été d'une violence énorme. Donc, j'ai eu des soucis, je le raconte, hein, des soucis de santé, j'ai fait des crises d'épilepsie. Enfin, ça a été quand même extrêmement grave. Ça reste très grave pour moi, c'est-à-dire, mais je dirais que j'ai mis 10 ans à pouvoir écrire. Parce que, justement, il était hors de question pour moi d'essayer de régler des choses ou de dire, enfin, de rentrer dans une espèce de, je sais pas, voilà, je voulais avoir suffisamment de distance pour pouvoir raconter comment moi j'ai vécu tout ça. Voilà, c'est tout, c'est moi. Personne d'autre, je n'accuse personne, c'est comme ça. Et donc, en fait, cette déflagration, donc elle a été énorme. Et ensuite, j'avais le sentiment qu'il fallait que j'écrive aussi pour dire comment se fait-il qu'un texte d'une telle qualité paraît seulement en 2008, alors que, par exemple, le journal d'Anne Frank en 47, enfin, tant de temps, plus de 50 ans. Et aujourd'hui, je dis c'est une souffrance assumée dans le sens que je suis totalement coupée. C'est-à-dire je n'ai plus aucune relation avec ma famille. Donc ça, c'est quand même très puissant, très fort. Je l'accepte, c'est comme ça, je ne vais pas me taper la tête contre les murs. Chacun a sa façon de vivre, mais voilà, j'ai osé en parler. Et je pense que c'est important, j'espère en tous les cas. Le livre vient de sortir, donc je n'ai pas suffisamment de recul pour le dire, mais j'espère que ce que j'ai vécu, et même si ce sont dans d'autres familles qui n'ont pas vécu les mêmes traumas, ça peut aider ou ça peut, vous voyez, ça peut interpeller, ça peut avoir un écho. Et pour revenir à cette dimension de mémoire collective aussi, puisqu'on peut aussi
regarder ça d'un point de vue historique, en fait. Oui. Les strates de la mémoire, la construction de la mémoire, etc. Je pense que c'est pas uniquement des questions familiales. Non. C'est aussi montrer que même 2 ou 3 générations après, parfois, le silence triomphe, en fait. Oui. Alors, il triomphe, pour moi, non, puisque je me suis battue contre, mais... Dans ces conflits, je veux dire, dans ces conflits. Je pense que c'est effectivement la notion du silence qui crée des points. Alors, je dis toujours, l'histoire d'Hélène Baird, notre histoire familiale, c'est unique. C'est pas, ça ressemble et en même temps, c'est particulier. C'est une histoire, par exemple, pour vous donner un autre exemple, la famille Baird, ce sont donc, ils disaient eux-mêmes, Français d'origine de confession israélite. D'accord ? Donc, ce sont des Français avant tout, qui sont là depuis le Moyen-Âge. J'ai pu remonter jusqu'en 1650, donc, etc. Donc, mais dans d'autres familles qui sont de la même origine, au contraire, ça a fait parler. Vous voyez, donc, il n'y a pas de loi des réactions. Chez moi, non, ça n'a pas été comme ça. Enfin, ils en ont peut-être parlé, après, moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vis-à-vis de moi, il n'y a pas eu d'échange possible. C'était trop différent. Vous voyez ? Vous citez, d'ailleurs, en exergue d'un des chapitres, vous citez Boris Cyrulnik, qui dit « 2 grands dangers menacent la mémoire de la Shoah. Le premier, c'est de ne pas en parler. Le deuxième, c'est de mal en parler. » Voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est même aussi compliqué, ce que j'ai fait d'ailleurs bien avant la publication, c'est d'ailleurs, là aussi, il y a eu des signes. J'ai rencontré par exemple Nadine Heftler, qui a connu Hélène Baird au camp d'Auschwitz, qui était cliente de Gallimard. C'est faire parler les témoins. Ils sont à la fois, pour eux, c'est extraordinaire, quelqu'un qui s'intéresse à leur sort. Mais en même temps, c'est compliqué. Alors pour finir, j'aimerais vous entendre sur une figure qui est elle aussi présente dans votre texte et qui a peut-être le point commun à la fois d'être une grande écrivaine, à la fois d'avoir vécu cette tragédie de la Shoah et d'avoir cette lumière dont vous parlez à propos d'Hélène Baird, c'est Etty Hillesum, dont moi je regrette qu'elle soit encore relativement peu lue en France. Vous dites que sa lecture a eu une importance capitale dans votre vie et dans la décision que vous avez prise de publier aussi le journal. On peut la lire sous le titre français « Une vie bouleversée ». Oui. Et vous placez une phrase d'Etty Hillesum en exergue de votre récit. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette commune lumière entre Hélène Baird et Etty Hillesum ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sororité peut-être entre ces deux femmes ? Oui, je dirais la qualité d'écriture et de transmission de ce qu'elles vivent par l'écriture. C'est quand même quelque chose de très fort et très émouvant, c'est d'une sensibilité extrême. La différence pour moi, c'est que Etty Hillesum a une vie, on va dire, de femme, ce qui n'a pas été le cas de ma tante. Elle est restée une éternelle jeune fille. Oui. Puisqu'elle est morte à 23 ans, c'est ça ? Oui, enfin elle est morte en 45, elle est née en 21, donc elle avait 24 ans. Elle venait d'avoir 24 ans, puisqu'elle est née en mars. Ce qui n'est pas le cas d'Etty Hillesum, qui a quand même un fiancé. Enfin, elle a eu des relations avec un homme. Enfin, c'est pas tout à fait le même lien. Et je dirais aussi la différence au niveau de la spiritualité, c'est que Hélène Baird, c'est une spiritualité de l'âme. Etty Hillesum, quand même, plus on va dans le texte, plus elle se dirige. C'est pas du tout c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Elle va se diriger plus vers Dieu, vers la présence de Dieu, vers une spiritualité, non pas qu'elle soit très engagée sur la religion juive, mais c'est plutôt la spiritualité reliée à Dieu, alors que ma tante Hélène Baird, c'est l'âme. C'est vraiment ce que j'appelle la spiritualité de l'âme. Alors en plus, une vie... Alors c'est vrai que j'ai lu, étant chez Gallimard et voyant passer beaucoup de témoignages, je me disais, mais quand même, le journal, etc. Mais la vie bouleversée, quand on m'a demandé de donner un titre à ma postface dans le journal d'Hélène Baird, en fait, c'était une vie, mais c'était la mienne qui était plutôt bouleversée, pas celle d'Hélène Baird. Donc j'ai cherché assez longtemps, et là, tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est ça, c'est une vie qui a été confisquée. Et quand j'ai été voir l'origine du mot dans le dictionnaire, j'ai vu que c'était quelque chose qu'on remet. Il y a quelque chose de royal dedans, une remise. Je me suis dit, c'est le mot qu'il faut. Donc, une vie confisquée. Et moi, oui, c'est vrai qu'il y a une sororité, mais une grande sœur. Voilà, ce serait un rapport d'une cadette à une sœur aînée. Mais
toutes les deux, là où elles se ressemblent. Vous voyez, j'ai vu hier soir un documentaire sur Van Gogh, c'est le même genre de lien entre Théo et Vincent. Vous voyez, il y a l'aîné, c'est-à-dire c'est la même musique, mais il y a pas tout à fait le même lien. Voilà. Et ce que j'admire quand même beaucoup chez Hélène Berg, vous disiez c'est mal, je suis d'accord avec vous, c'est pas encore assez connu, La vie bouleversée, mais le journal d'Hélène Berg non plus, parce que je suis quand même frappée qu'en quelques mois, il y a eu 100 000 exemplaires de vendus, il y a 27 pays étrangers qui ont traduit le journal, et il y a quand même encore, dans mon parcours, je rencontre encore, ah oui, j'en ai entendu parler, mais qui ne connaissent pas. Donc, il faut dire qu'elle est un peu dans l'ombre du journal d'Anne Frank encore. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Il faut absolument lire Hélène Berg. Alors justement, comment? Oui. Il faut absolument lire Hélène Berg, quand bien même on connaît bien Anne Frank. Oui, c'est-à-dire Anne Frank, non mais c'est très beau aussi, il n'y a aucun jugement. Mais elle a 8 ans de moins. Bien sûr. Elle est enfermée dans un grenier, à Amsterdam. Hélène Berg, elle vit en toute liberté, elle parle Paris, de Luxembourg, son quartier latin, voilà, c'est pour les Français, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié de remettre ce texte dans notre patrimoine culturel. Eh bien oui, ça, j'accepte ça. Je trouve que c'est très beau. Donc, lisez tous le journal d'Hélène Berg qui existe en édition de poche. Lisez tous le très beau récit de Mariette Job dans les pas d'Hélène Berg, sur cette mémoire qui continue et sur l'histoire du texte. Et je signale aussi la parution au mois d'octobre dernier de la correspondance entre Hélène Berg et Odile Neuburger, son amie d'enfance, aux éditions Talendier.